Safia Zedine, bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence aux Bibliothèques Idéales 2017. Merci à vous. Dans Sa mère, votre livre qui vous amène aujourd'hui à Strasbourg, l'héroïne, elle s'appelle Marie-Adélaïde. Et pendant toute la première moitié du film, elle est très en colère. Du livre, plutôt. Du livre, pardon. C'est vrai qu'on a parlé d'un film, on en parlera tout à l'heure. Donc dans la première moitié du livre, elle est très en colère. Après, elle va s'apaiser. Je voulais savoir si cette colère, c'est un sentiment qui vous habite vous-même, parce qu'il y a toujours de l'autobiographie chez les auteurs. Est-ce que vous êtes très souvent en colère? Non, moi je ne suis pas très souvent en colère, mais je n'ignore pas que j'ai cette colère en moi. Sinon, elle ne serait pas dans ce livre. Donc je ne me cache pas derrière mon personnage. Si vous avez ressenti de la colère dans mon livre, c'est que forcément elle est quelque part en moi aussi. Ouais. Mais je n'ai pas de raison de l'être dans ma vie. À l'image de cette famille qui est dans le livre, est-ce que les gens en colère peuvent à la fois facilement aimer et exécrer dans le même élan? Ça, il y a des pages de ce livre qui sont très bien écrites à ce sujet. J'espère plusieurs pages quand oui, même. Sur ce sujet, il y a quelques pages qui sont très bien écrites. Est-ce que dans un même élan, on peut aimer et exécrer? Est-ce que c'est quelque chose qui est facilement gérable? Sur un personnage, vous voulez dire pour un personnage? Non, dans la vie courante. Oui, et j'espère que c'est ce qu'on ressent pour Marie-Adélaïde, pour mon héroïne. J'aime les personnages clivants, j'aime moi-même être clivante, j'aime être adorée, et ça ne me dérange pas d'être détestée aussi. Et pour Marie-Adélaïde, je voulais à peu près la même chose. J'aime qu'on la déteste, j'aime qu'on la méprise, j'aime qu'on l'affectionne, j'aime qu'on trouve qu'elle a raison, j'aime qu'on aime sa colère, qu'on la trouve noble parfois et vaine aussi. Non, moi je suis pas très tolérante d'une manière générale, j'aime ou j'aime pas. Et Marie-Adélaïde est la même chose, et comme moi. D'où l'autobiographie peut-être? Oui. Un petit peu, en tout cas. Oui, enfin dans tous mes personnages, de tous mes livres, c'est le 7e, il y a forcément de moi dans mes héros. Alors, on va revenir sur la polémique de la semaine dernière, puisque le livre, vous aurez l'occasion d'en parler. On a tout lu dans les commentaires, ça a beaucoup fait le buzz. On a lu des gens qui nous ont expliqué que c'était prémédité totalement des deux côtés, etc. Enfin bref, comme d'habitude sur Internet, on lit tout. Comment vous en êtes ressorti de cet enregistrement? Il faut expliquer, on en sort à 2 ou 3 heures du matin, c'est un jeudi soir, c'est la nuit, on est fatigué, très certainement. Comment vous en êtes ressorti amer? Non, pas du tout. Écoutez, j'étais déjà fatiguée avant parce que j'avais terminé le tournage de mon 2e film la veille. Donc j'étais déjà assez lessivée et assez vide émotionnellement parlant. Je suis trop heureuse en ce moment pour que ça me rende amère. Je sais que c'est le jeu de la télé, de la promo. Je sais que c'est un animal de télé, qu'il a été très bon, que j'ai pas été bonne. Et qu'en même temps, en n'étant pas bonne, j'étais humaine. C'est-à-dire que sa violence... et sa méchanceté gratuite, pour le coup, m'ont totalement terrorisée et lessivée. Mais jamais je commente les buzz, et c'est malheureux, mais dans un mois, on sera passé à un autre buzz, et je déteste être associée à un buzz. Donc, je ne les commente pas. Bien sûr, mais je ne vous demandais pas de commenter le buzz, je vous demandais simplement quand vous êtes ressorti de cette Comme machine à laver. Fatigué et un petit peu abasourdi par autant de méchanceté, surtout un non-professionnalisme, étant donné qu'il a lu que 50 pages du livre et que l'autre chroniqueur, Keuz, ne m'a posé aucune question sur le livre. Donc en fait, j'ai trouvé que c'était surtout sans intérêt. On a l'impression sur le coup d'être tombé dans un piège? Non. Faut pas déconner, c'est un piège. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout aimé mon livre, qui visiblement ne m'aime pas beaucoup et qui en a profité pour tirer sur une ambulance. Et ce soir-là, j'étais cette ambulance et voilà, c'est rien de plus. Merci, à vous pour cette interview. Merci beaucoup. Régis Debray, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour le 2e jour des Bibliothèques Idéales 2017, c'est parfait. On va parler de votre livre Civilisation. Il y a un point de départ précis, selon vous, un point de bascule que vous identifiez au moment où l'Europe, comme vous dites, cesse de faire civilisation. J'ai adoré ce terme. C'est le congrès de Versailles en 1919. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet? Oui, parce que c'est la première fois en 1919, traité de Versailles, conclusion de la Première Guerre mondiale, qu'un traité a une version française qui ne fait pas foi. Le président américain réclame une version anglaise. Ça fait 2 siècles que tous les traités étaient en français. Donc, premier symptôme, le français n'est plus la langue universelle, et notamment n'est plus la langue diplomatique.
Voilà, c'est un petit début, mais c'est normal, parce qu'au fond, les Américains viennent, on peut dire qu'ils nous ont sauvé la mise, ils sont en position de force, et Wilson pense que les principes américains sont les principes du monde entier. Donc voilà, il n'a même pas l'impression d'être impérialiste, pour lui, le bon Dieu lui a donné cette mission. Le royaume de la rhétorique a doucement rallié l'empire de la statistique. L'homo economicus a supplanté l'homo politicus. Oui, ça, quel constat? Ça, c'est l'essence même, hein, c'est le noyau du truc, si vous voulez. Hein. C'est que tout d'un coup, l'économie n'est plus ce qui vient après, c'est ce qui vient d'abord. Voilà. Et alors, ça a commencé avec Giscard, pour parler du personnel politique, le ministre des Finances qui devient président. Nous en avons maintenant un deuxième cas, mais c'est effectivement quelque chose qui a toujours caractérisé les États-Unis, où le monde des affaires domine le monde politique, et c'est considéré comme normal, n'est-ce pas? Voilà, là, chez nous, c'est tout de même nouveau. Justement, j'ai une dernière question, Oui. Qui a rapport avec tout ça, qui est évidemment pas dans le livre, ça date d'hier. L'Obs numérique a publié hier les meilleures pages du livre de Philippe Besson, ami personnel de monsieur et madame Macron, qui a suivi la campagne et qui va nous sortir un livre très prochainement. Dans ces pages, hier, c'est arrivé officiellement, donc je suis heureux de vous poser la question. Et pour moi, ça a un rapport profond avec ce qu'on vient de se dire. Dans ces pages, le président de la République dit « Les intellectuels », il cite Badiou, Onfray, Todd, Finkielkraut et Debré, ne m'intéressent pas tellement. Ils sont dans les vieux schémas, ils regardent avec les yeux d'hier. Oui, mais ça, je dirais, c'est une banalité, si vous voulez. C'est une banalité très américaine. Mais vous savez, les révolutionnaires français de 1789 regardaient la monarchie, l'ancien régime, avec des yeux romains. C'est toujours alors ça, c'est un paradoxe, comme trop subtil pour monsieur Macron. Mais le paradoxe, c'est que la nostalgie, c'est un coup de pied au cul, généralement. C'est-à-dire cette idée un peu sotte que c'était mieux hier. Bon, oui, mais c'est pas. En fait, c'est toujours parce que c'était mieux avant-hier. Moi, tous les révolutionnaires que j'ai connus, le dernier, le sous-commandant Marcos, c'était Zapata. C'était avant-hier, Zapata, 1917. Tout récent. Enfin, il a tout de même soulevé le monde indien. Voilà. Bon, pour Robespierre, c'était Brutus. Pour les gens de 1848, c'était les Danton, 93. Donc c'est une idée faussement moderniste, c'est-à-dire qu'il faut chasser hier pour que demain advienne. C'est plus compliqué que ça. C'est toujours au nom d'hier qu'on engendre demain. Vous allez expliquer ça, monsieur Macron. Je pense que d'autres vont s'en charger. Merci, merci à vous. Régis Debray. Merci à vous. Après ce deuxième jour des bibliothèques idéales, on a vécu une très belle conférence de Régis Debray, interviewé par Mathieu Croissando, le directeur de la rédaction de l'Obs, et le spectacle en soirée d'Émilie Loiseau. Nous voilà partis pour le samedi, le premier samedi de ce week-end, de ces deux week-ends, à 13h45. Comment repenser l'intime à l'heure des nouvelles technologies? Il y aura Camille Laurens, interviewée dans Hors Normes. Celle que vous croyez, c'est son livre, et La petite danseuse de 14 ans, un deuxième livre. Elsa Godard, Je selfie donc je suis. Et puis le psychiatre Roland Gori, Un monde sans esprit. À 15h, D'où viennent l'art et l'existence, avec François Julien pour son livre Des coïncidences. À 16h, Pourquoi l'humain a-t-il besoin de religion? Claude Agege répondra à cette question sur les religions, la parole et la violence. C'est le titre de son livre. À 17h, Le précieux et magique Christian Bobin, homme et écrivain exquis. Un bruit de balançoire, c'est son dernier livre avec des textes lus par la comédienne
Clotilde Courreau. À 18h30, Nancy Houston avec Guy Auberson et Michel Godard. Ils parleront des Eros-songs, les chants érotiques. On découvrira ce que c'est demain. Et à 20h30, pour terminer ce samedi, autour du livre Parker Roman, signé par Éric Nelot, avec Graham Parker, le compositeur, qui sera présent. Ce sera un événement parce que c'est la première fois que ce spectacle sera représenté en province. C'est une performance, la lecture et les musiques. Bref, ce sont les bibliothèques idéales 2017.